c'est évidemment pour vous parler de mes dernières lectures. Donc là, il y en a quelques-unes. J'ai 400 mangas webtoon, même un petit peu plus. Et j'ai 3 romans, donc je me dis que c'est plutôt le moment de vous faire un update, histoire que ça ne soit pas trop long. Je commence donc avec La Servante de l'Empereur, le tome 2, que j'ai lu du coup en manga. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui va être en fait envoyée, puisque en fait l'empereur a 5 ans, mais on décide qu'il doit se marier. Donc chaque clan va envoyer sa fille pour pouvoir voir si elle deviendra la future impératrice. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que le jeune empereur a 5 ans, et donc quand l'IFA va être envoyée alors qu'elle montre avoir 18-20 ans, eh bien elle n'est pas vraiment dans le mood de se marier avec un gamin de 5 ans, et elle voit que les petites filles qui ont été envoyées, à l'inverse, elles justement sont des petites filles qui ont été envoyées à l'empereur, vu qu'ils sont dans ses âges, ils se disent qu'ils vont bien s'entendre, mais dans sa famille, il n'y a que elle, il n'y a que l'IFA, donc elle est un peu décontenancée, mais elle y va quand même, puisque c'est son devoir, jusqu'à ce que le demi-frère de l'empereur, qui pour le moment le régent justement, la remarque et dit bah écoute, c'est vrai que vu ton âge, ça serait quand même dommage, pourquoi tu ne viendrais pas plutôt alors là ils disent que c'est la servante de l'empereur. Moi je vois plutôt ça comme une gouvernante, puisqu'en fait elle l'assiste, elle le sert certes, mais elle est surtout là voilà, pour s'enlever, pour s'occuper de lui, pour le distraire et tout. Donc je vois un petit peu plus ça comme une gouvernante, vu la différence d'âge qu'il y a et tout. Et c'est super chou, en tout cas dans le premier. Dans le 2, on voit bien justement qu'il va y avoir, je pense, le love interest de cette jeune fille, du coup, de l'INFA. Ça va être le demi-frère. Je le pense fortement. Et plus ça va, plus ça avance, plus on est dans ce délire-là. Donc voilà. On peut un peu le rapprocher du Carnet de l'apothicaire pour l'ambiance et tout, parce qu'on a des intrigues politiques et tout ça. Mais on en est quand même assez loin. Donc voilà, je l'aime bien. J'essaye de faire les lectures à peu près dans l'ordre que je les ai faites, même si c'est pas forcément totalement ça. Du coup, j'ai aussi lu Le Requiem des souvenirs. Alors là, vous l'avez en bricasse, mais moi, je l'ai écouté en audio. Parce que, en fait, je devais le recevoir le jour J, le jour de la sortie. J'avais commandé pour, mais la librairie ne l'a pas reçu à temps. Donc, du coup, je l'ai écouté en audio sur Audible, histoire de ne pas me faire spoiler. Puisque, normalement, Vampiria était une saga qui devait se passer en 12 tomes. Il devait y avoir 4 cycles de trilogie. On a eu la première trilogie Vampiria, on a eu la deuxième, et du coup, qui est devenue une duologie, qui est devenue Vampiria America. Et du coup, le 6e tome, eh bien, est considéré comme le 4e tome de la première trilogie. Donc, comme il est écrit, là, c'est Vampiria. Et en fait, eh bien, ce tome-là, il clôture les 2 arcs qu'on a eus. Et je pense que c'est mon petit regret. C'est qu'à la base, justement, Victor Dixon avait pensé à faire quelque chose de très long et de très étayé. Et que ben, là, du coup, vu que c'est pas le cas, il a dû rusher pour ce tome-là. Le petit résumé de base, c'est que eh bien, le roi Soleil, le roi Louis XIV, n'est pas mort en 1715. Il s'est transformé en vampire et il a transformé du coup la noblesse en vampire elle aussi, et les autres rois des autres pays européens en vampires. Et du coup, on est sous le joug toujours de la monarchie, mais de la monarchie ténébreuse, puisqu'on est plus sous Louis XIV, le roi Soleil, mais on est sous Louis XIV, le roi ténébreux. Et donc, du coup, voilà, la population, autrement dit le tiers-état, le quart-état, là c'est appelé justement, doit toujours la dîme, mais plus une dîme en monnaie, mais une dîme de sang. Et voilà, ils sont littéralement vampirisés par la classe au-dessus. Et on va suivre nous Diane, enfin Shan, qui est une jeune fille qui fait partie justement du quart-état, et qui a vu sa famille se faire décimer par les vampires, puisque en fait il faisait partie de la Fronde, il faisait partie des résistants, des humains qui essaient justement de se soulever contre ce régime, et elle les a vus se faire exécuter. Du coup elle a décidé de prendre l'identité d'une autre jeune femme qu'elle a vu mourir aussi et qui fait partie de la noblesse, pour pouvoir monter à Versailles et se venger. C'est ce qu'elle va faire, elle va elle-même rentrer dans la Fronde et essayer de se venger. Donc on suit ça dans le premier arc, comment Diane rentre à Versailles et réussit à petit à petit s'intégrer au complot et à réussir à se mettre dedans. Et après on a, comme je vous ai dit, Vampiria America, où là on suit aux États-Unis 6 personnes qui ont justement toutes un truc qui fait qu'elles en veulent en vampire, et donc du coup elle veut faire un gros casse, un peu à la Casa de Papel, et c'est ce qui se passe du coup dans le tome 1, et on a les répercussions dans le tome 2. Et dans ce tome-ci, et bien justement on a la réunion de ces 6 Desperatados dans les 2 premiers, et les acolytes que Diane s'est fait tout au long de son parcours. Donc c'est intéressant, mais j'avoue que j'étais un peu sur ma faim, parce qu'on sentait que c'était rushé. Comment réussir à rejoindre ces 2 univers-là? Il y a eu énormément d'ellipses, il y a eu des petits trucs, on nous dit en fait des choses qui se sont passées, on nous dit il est arrivé ci, il est arrivé ça, et donc du coup t'es un peu en mode ah ouais, mais du coup je le vois pas en fait.
Très clairement, il y a des personnes qui vont avoir un enfant et enfin, on apprend qu'une femme est enceinte dans le tome de Vampire America, le tome 2. Et donc, ben, là, dans ce tome-là, on apprend qu'elle a accouché très clairement. Donc, vous voyez, il y a... On veut voir, nous, comment la fille, en l'occurrence, si elle a réussi malgré tout à avoir sa grossesse et à faire naître son bébé et tout. Enfin, voilà. Moi, il y avait des trucs, du coup, qui m'ont manqué. C'était pas assez approfondi, justement. On passait trop vite parce qu'il a fallu rusher. Donc, j'étais un peu déçue de ce tome-là. Mais en même temps, voilà. Mais je suppose que c'est pas forcément du fait de l'auteur. Je suppose que c'est les éditeurs aussi qui ont peut-être dit que c'était un peu trop gros d'avoir 12 tomes. Et je l'entends, hein. Mais du coup, ben... petite déception. Et c'est rare, hein. Chez Vivi, j'en ai plein là, je sais pas si vous les voyez, mais j'adore ce qu'il écrit. Et voilà, ce sera la petite mauvaise note de cette vidéo. Ensuite, j'ai lu Pfizer, I Don't Want This Marriage. On est sur le tome 6, on est sur un webtoon. L'histoire d'une jeune fille qui va mourir sous les joues d'un prince sanguinaire par dénonciation de son père. Et donc, du coup, quand elle va mourir, elle va se dire que si je devais refaire ma vie, elle ne se passerait pas du tout de la même manière. Donc, c'est ce qui va se passer, évidemment. Elle va se réincarner dans elle des années plus tôt. Et donc, du coup, elle va prendre plein de décisions pour changer sa vie, pour faire absolument en sorte qu'elle ne se passe pas comme elle s'est passée dans sa première vie. Donc, voilà, on la suit, changer toutes ses relations, que ce soit celle avec son père, que ce soit celle avec son ex-fiancé, qui du coup, dès le début, elle rompt, elle dit non, je veux pas qu'il y ait de mariage entre nous, parce qu'elle sait qu'elle va faire partie d'intrigues politiques sinon et tout, donc elle le met de côté. Mais d'un autre côté, lui, ça l'énerve qu'elle lui résiste un petit peu. Et on va avoir son père, du coup, qui est un disciple, et on va voir, du coup, la relation qui va se tisser entre le disciple et elle. Voilà, donc moi j'adore, c'est une petite romance, mais en même temps avec réincarnation et tout, graphiquement, c'est toujours quelque chose de somptueux. Bon là, c'est un peu ténébreux, mais voilà, j'adore, et j'ai très hâte du coup de lire la suite. J'ai aussi lu Fangirl, le tome 2. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui a une jumelle et qui a toujours tout fait avec elle et qui a un peu des troubles sociaux. Elle a un peu de mal avec tout ce qui est les êtres humains, la sociabilité et tout ça. Et quand elle va rentrer à l'université, justement, elle va se prendre une grosse claque parce qu'elle pensait réussir à rester dans son refuge avec sa sœur jumelle et tout. Alors que sa sœur jumelle, elle, justement, profite du fait d'être à la fac pour couper, pas couper les ponts, mais couper le lien avec sa sœur. Déjà aussi bien physiquement, elle va se couper les cheveux, elle va mettre des habits littéralement différents. Elle ne va pas vouloir dormir dans la même chambre qu'elle à l'université, elle va vouloir aller dans une autre résidence. Elle va pas faire les mêmes études qu'elle. Donc, bref, elle va vouloir vraiment se dissocier au maximum parce que justement, elle en a marre d'être toujours assimilée à sa sœur. Mais celle-ci qu'on suit, nous, c'est celle qui reste comme elle était de base et qui est vraiment enfermée dans son univers, qui aime un univers particulier, la Snow et je ne sais plus trop quoi, et qui écrit énormément de fanfiction autour de ça. Et donc, on a le côté justement fangirl qui ressort énormément. Sauf que là, elle fait des études de littérature et sa professeure lui fait comprendre justement à son dernier contrôle que la fanfiction, c'est ni plus ni moins que du plagiat et que si elle compte sur ça pour réussir des devoirs en cours de littérature, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Donc elle se prend une grosse claque dans le tome 1 justement à propos de ça. Et bien du coup, là, la voir évoluer, c'est plutôt pas mal parce que je vous avouerai que j'avais un peu peur de la voir stagner. Mais dans ce tome-là, elle s'ouvre un peu plus justement, elle fait des expériences, elle essaye des choses, même si c'est pas toujours une réussite. Mais par contre, la fin du tome, j'étais un peu en mode son of the bitch non, tu peux pas faire ça. Donc j'ai très hâte du coup de lire le tome 3, à voir s'il y a une explication, même si ça m'étonnerait qu'il y ait une explication, en tout cas qui soit valable à mes yeux, vu le comportement de la personne. Voilà, tout simplement, c'est non, on ne se comporte pas comme ça, monsieur. J'ai aussi lu Honey Lemon Soda, donc le dernier tome, le tome 9, qui vient juste de sortir. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui a vécu énormément d'harcèlement quand elle était au collège et qui là du coup va rentrer au lycée et doit choisir très clairement un nouveau lycée. Et elle va choisir pas n'importe quel lycée, au lieu d'avoir un lycée élitiste où elle pourrait aller puisqu'elle a des excellentes notes, elle va aller dans ce lycée de ce jeune homme qui est blond, qui fraguait un peu comme une racaille et tout, parce que celui-ci lui a fait une réflexion une fois quand il l'a repérée dans la rue justement se faisant harceler en lui disant qu'elle a un surnom depuis qu'elle se fait harceler, c'est la pierre, parce qu'elle ne réagit jamais à tout ce qu'on lui a fait au niveau du harcèlement. Et donc lui, un petit clin d'œil, il lui a dit oui, tu es une pierre, tu es un diamant brut à tailler. Et donc depuis, ça lui est resté en tête et elle a dit qu'elle irait dans le lycée où elle va ce gars.
Donc elle y va et une relation va se nouer entre les deux quand le gars va se rendre compte qu'elle est belle et bienvenue et il va un peu la prendre sous son aile et il va devenir son mentor en gros pour la faire sortir de sa coquille. Au début ça va être une amitié qui va se lier entre les deux mais on est sur un shoujo, très vite on va avoir justement enfin très vite, non justement je trouve qu'elle met bien son temps la relation à arriver, je crois qu'elle arrive à peu près au tome 7 ou 8. Ouais, et là, justement, on rentre dans les petits écueils, les petites premières jalousies, nanani, nanana. Donc, j'ai bien aimé et j'ai hâte du coup de continuer de voir où ça va aller. J'ai lu aussi This Bricas. J'ai lu Blood of Hercule. Par contre, je suis très déçue au niveau de l'édition. Là, vous voyez, le gaufrage se barre. Donc, niveau qualité, pas super ouf. Du coup, on est sur une romantésie, mais pour moi, on est sur une dark romance, hein, très clairement. Et une dark fantasy. Au niveau des tropes, il y a écrit moral Y caractère. On n'est plus sur du moral Y là, on est sur du black caractère. Hein. Harem inversé, extrême enemies to lover, tu m'étonnes. Académie de guerre, dieu, monstre, femme forte, toucher and die, prof élève, who did this to you, donc qui vous a fait ça, et obsess MMC. Donc on est sur l'histoire d'une jeune femme qui vit dans un monde où, eh bien, il y a eu les dieux et les dieux ont enfanté avec des humains et donc ça a donné ce qu'on appelle des Spartes, ce sont des demi-dieux et ce sont des personnes qui ont la capacité, des capacités magiques, enfin pas magiques mais une force surhumaine en gros, et ils peuvent affronter ce qu'on appelle les titans, ce sont des créatures justement, on est sur la base de mythologie grecque, hein. Ce sont des créatures justement qui arrivent et qui tuent les humains et donc il y a eu l'avènement des titans qui sont arrivés et donc les Spartes se sont mis en légion pour pouvoir protéger l'humanité mais du coup, on est vraiment un peu aussi dans une dystopie parce que l'humanité, du coup, est retombée très bas. Hein. Il y a plein de trucs qui n'existent plus, puisque maintenant, il faut survivre face à ces titans. Donc, on suit une jeune fille qui, elle, a été adoptée par une famille. Et très clairement, on est dans un univers là, cassos avec mobile home, drogue et tout ce qui s'ensuit. Et elle a été adoptée, mais elle est très clairement sous-alimentée, elle est maltraitée et elle ne va rien dire jusqu'au jour où on va donner un autre enfant à ce couple, Charlie, qui va devenir du coup son petit frère adoptif, où elle va vraiment le prendre sous son aile parce qu'elle ne va pas vouloir qu'il vive la même vie de déchéance qu'elle. Et les deux vont du coup s'allier très fort jusqu'à ce que justement, eh bien, à force de ne plus avoir assez à manger, les deux parents décident de tuer Charlie. Et donc là, elle va sortir de ses gonds, notre jeune fille, notre Alexis. Alexis va sortir de ses gonds et va très clairement ne pas se laisser faire. Et donc elle va mourir de faim en essayant de garder du coup la garde de son frère. Mais elle va passer du coup le test qui existe à, je sais plus, c'est 18 ou 19 ans pour pouvoir avoir un grade, je sais plus c'est quoi exactement. Mais bref, elle veut passer ce test pour pouvoir justement avoir une meilleure vie parce que là, très clairement, il vit dans un carton au fin fond de la forêt. Au niveau hygiène ou même au niveau alimentation, c'est pas du tout ça. Mais ils survivent comme ils peuvent tous les deux, en restant ensemble, soudés coûte que coûte. Et donc elle passe ce test en espérant avoir un job pour pouvoir alimenter aussi bien elle que son petit frère. Sauf que lors de ce test, on vous prend une petite goutte de sang pour analyser. Et quand elle va passer ce test, on va lui dire, écoutez madame, vous n'êtes pas humaine, vous êtes spartiate. Donc on va directement l'envoyer à l'académie pour qu'elle devienne justement une guerrière pour affronter les titans. Sauf que ça ne va pas se passer exactement comme prévu parce qu'il va y avoir plein d'intrigues politiques et plein de complots et tout, puisqu'on ne comprend pas comment ça se fait. Les Spartiates, les femmes, elles sont très 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 rares. Et donc on ne comprend pas comment quelqu'un aurait pu avoir une Spartiate et l'abandonner, puisque justement le nombre de femmes Spartiates est si rare qu'en fait on les considère directement comme des héritières, elles sont à protéger pour pouvoir avoir justement d'autres enfants Spartiates. Enfin voilà, on est dans ce délire là. Donc du coup on va la mettre, et en plus les Spartiates sont divisés en deux catégories. On a d'un catégorie les Spartiates descendants de la famille des Olympiens. Et on a la catégorie des Cleutidiennes, là où je sais plus c'est quoi le nom. Enfin bref, ceux qui ont en gros un peu des pouvoirs de la lumière et un peu les autres des pouvoirs sombres. Et forcément, elle va être sous les ordres de quelqu'un. Enfin, elle va avoir pour mentor, deux mentors en l'occurrence. Elle va avoir Achille et Patrocle. Qui sont des personnes du côté sombre, du côté obscur de la force. Mais très clairement, on va aussi avoir deux autres protagonistes qui vont se lier à tout ça, d'où le harem inversé. On a un de ses professeurs, Auguste, du coup, et on a Caron, un gars aussi qui va essayer de lui mettre nos bâtons dans la rue, mais on va très vite comprendre que c'est pour lui le obsesse. Très clairement. Donc voilà, on est sur base de mythologie grecque, comme je vous ai dit. Mon petit bémol à moi, c'est que ça ne respecte justement rien de la mythologie grecque.
il y a des personnes qui sont des enfants de Dieu, alors que ce ne sont pas ces enfants-là. Ils sont des enfants de d'autres dieux. Donc moi, c'est mon petit bémol pour moi. Là, il y a un petit quoi qui a été fait. Soit elle le fait exprès justement et elle ne veut pas du tout déroger, enfin elle ne veut pas du tout faire comme c'est dans la mythologie, mais du coup prend pas ces noms-là qui sont hyper connus, enfin je sais pas. Il y a un petit truc qui est bizarre. J'aime énormément, il y a un personnage qui n'est pas vraiment un personnage, un peu comme un familier, Nyx, qui protège justement depuis toute petite notre chère protagoniste Alexis, pardon, qui apporte ce petit goût frais, justement ces petites touches d'humour, un peu en mode, voilà, c'est un peu la cougar, ce serpent-là, elle veut coucher avec tout le monde et tout. Donc ça apporte sa petite dose d'humour parce que c'est vraiment un univers sombre, comme je vous ai dit. Elle rentre dans une académie où très clairement on va les tester, on va les torturer jusqu'à justement une craque, aussi bien physiquement que psychologiquement. Donc comme je vous ai dit, pour moi c'est de la dark fantasy. Au niveau de la romance, pareil, les gars très clairement ils la maltraitent de long en large et en travers, donc pour moi c'est de la dark romance. Donc je ne savais pas dans quoi j'embarquais en lisant ça. Je savais que c'était un RM inversé et tout, Enemy Soul Lover, Grumpy, nanani. Enfin pas Grumpy mais... Moral Y, mais là on est quand même un petit level au-dessus pour moi, donc en fait j'ai envie de lire le tome 2 parce que je veux savoir où on va aller au vu de la fin du tome, mais en même temps re-rentrer dans cet univers qui est vachement sombre, non. Et puis pour ne pas nous vous déplaire, on a du coup la protagoniste que vous voyez juste là, on a un des personnages du harem inversé, deux autres personnages du harem inversé, et le petit dernier. Je ne vous dis pas qui est qui, évidemment, vous les découvrirez en lisant le bouquin. J'ai aussi lu La nouvelle chef de clan, le tome 4. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui est une bâtarde, très clairement. On est sur un webtoon avec un trope de réincarnation. Qui est une bâtarde de sa famille, qui sont les Lombardi, qui sont une famille de nobles, et qui va voir sa famille justement tomber dans la déchéance dans sa première vie, et quand elle va mourir à 19-20 ans, elle va faire le souhait justement de pouvoir changer les choses, de pouvoir redorer le blason de sa famille et tout, et c'est ce qui va se passer. Elle va se réincarner quand elle était toute petite, à 6 ou 7 ans, et du coup, elle va faire en sorte justement... Mais elle va se réincarner en ayant encore toutes les pensées de quand elle était adulte. Donc elle sait ce qui va se passer et elle va faire en sorte que les choses ne se passent pas comme dans sa première vie, justement. Elle va se mettre en avant avec des capacités hors normes, là qu'elle a que 7 ans, justement, vu que c'est une adulte dans un corps d'enfant. Donc très vite, elle va attirer l'attention. Elle va montrer aussi justement à son grand-père que certains de ses enfants ne sont pas ce qu'il croit. Elle va me faire sortir le vrai visage de certaines personnes. Il y a des intrigues aussi politiques qu'elle, elle connaît déjà puisqu'elle connaît le futur. Et donc du coup, elle avance comme ça pour tisser un petit peu sa toile et en même temps justement devenir la nouvelle chef de clan, elle espère, à la fin de toutes ces manigances. Donc franchement, c'est très chouette. Encore une fois, vous voyez, c'est un webtoon, donc c'est hyper coloré, hyper peps. On a un graphique toujours très joli, très chouette. On a l'arrivée enfin de ce personnage-là qui, je suppose, le love interest, on va pas se mentir, même si pour le moment, ils ne sont que des enfants. Donc voilà, j'ai très très hâte de lire la suite parce que j'ai passé un très bon moment à lire ça. Là, justement, on voit les relations, les liens qui commencent à se tisser entre certains personnages. Donc c'est très chouette, mais je veux en plus, j'en veux plus. On a aussi Minato con Londori, le tome 3 que j'ai lu. On est sur une romance MM entre deux hommes, mais pour le moment, on n'a pas encore la romance, justement. On a un jeune homme de 17 ans et on a un homme d'une trentaine d'années. Ce jeune homme de 17 ans, en fait, il a une grande famille, donc il trouve refuge dans la laverie de son quartier où le jeune trentenaire travaille, puisqu'en fait, il a repris l'entreprise de son père ou son grand-père, je ne sais plus. Mais voilà, du coup, il trouve refuge là et il fait ses devoirs là. Et au final, petit à petit, il va tomber amoureux de cet homme. Mais cet homme va très clairement lui faire comprendre que justement, il a 17 ans, que c'est un adolescent, que c'est un crush parmi tant d'autres, mais que ça, c'est pas vraiment de l'amour. Donc, il n'en prend pas compte. Et dans le premier tome, on se dit, bien, gars, ok, toi, t'as un green flag. Dans le tome 2, on se dit, bon, c'est normal, ça prend son temps. Dans le tome 3, là, je suis un peu en mode, bon les gars, je suis censée lire une romance MM. Quand est-ce qu'elle arrive, ma romance MM? Donc, je suis contente parce que la relation se développe. On a une petite crise de jalousie, si je puis dire. On a aussi justement le passé du trentenaire qui est développé pour voir que lui aussi, justement, quand il était jeune, à l'âge du personnage principal, là, il avait un crush sur un de ses professeurs et tout. Donc, du coup, c'est pour ça, il se voit en lui, il dit, écoute, gars, c'est pas possible que toi et moi, on soit ensemble. Mais normalement, si c'est possible, vous êtes les deux protagonistes, donc il y a intérêt que vous finissiez ensemble, bordel. Donc voilà, c'était un peu pour moi un tome transitoire et tout. J'aimerais que la relation avance. Voilà, on est là pour ça, donc pour voir la relation avancer.
Donc vivement le tome 4. Cette fois-ci, je l'ai écouté, je ne l'ai pas lu en audio, La lame de l'assassineuse, donc Keleana, le préquel, le tome 0. Alors moi j'ai déjà lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 et là je viens d'écouter du coup le tome 0. Beaucoup disent qu'il faut le lire avant le tome 1, d'autres qui disent qu'il faut le lire en dernier, d'autres qui disent qu'il faut le lire après le tome 3. Mais comme il est sorti entre le 2 et le 3, moi je me dis bon, ben, allons-y Guingamp, je vais le lire selon la date de parution qu'a fait la maison d'édition là pour les reliés. Enfin pour les nouvelles rééditions des brochetiers, mais moi je veux les reliés, donc je vais attendre l'année prochaine parce qu'ils vont en sortir que 2 par an des reliés. Et là on a les glandes, mais c'est un autre sujet. Donc du coup oui, je vous disais, donc j'ai lu La lame de l'assassineuse. Oh, comment faire pour ne pas spoiler? Et bien en fait, dans ce tome là on ne spoile pas vraiment parce que justement on revient sur les événements qui ont fait Keleana avant le tome 1. Donc si vous n'avez pas lu le tome 1, en fait vous n'allez pas vraiment être spoilé puisque vous allez découvrir des personnages où ça ne vous... Moi, il y en a pas mal qui me disent que ça me parle de spoil. Je ne pense pas que ça spoil. Je pense que ça spoil à partir du moment où on a lu la suite parce qu'il va y avoir des personnages qu'on voit dans celui-ci qu'on va voir dans les autres. Et donc, du coup, on peut penser que c'est du spoil. Mais pour moi, non, ça n'en est pas. Parce qu'en fait, on suit justement 5 nouvelles de Keleana et au fil de ces aventures, on va du coup découvrir si elle se fait à la fois des amis ou des ennemis. Dans chaque aventure, elle se fait soit l'un ou soit l'autre. Et donc du coup, je suppose qu'on va les retrouver dans les futurs tomes. Et on a aussi justement la première tragédie, enfin une des premières tragédies de Keleana qu'on connaît dès le tome 1. Et justement, moi, c'est ce qui m'a mis dans le mal, c'est que les 50 dernières pages, je ne voulais pas les lire. Enfin, je ne voulais pas les écouter plutôt, puisque je savais ce qui allait se passer. Parce que dès le tome 1, on le sait en fait. Dans Keleana, le tome 1, on est sur une jeune femme qui se retrouve enfermée dans une mine de sel et qui est très clairement triste, puisque en gros, elle a perdu l'amour de sa vie. Donc, elle va être après engagée par le prince héritier pour aller faire un concours parce que c'est la grande assassineuse du royaume. Donc voilà, elle va faire ça, elle va faire ses épreuves pour devenir la future lame du roi. Mais on le sait du coup, ce qui va se passer dans ce tome-là. Et c'est ça qui est navrant, mais en même temps qui est bien fait, c'est que tu sais qu'elle va se faire emprisonner et que la personne donc qui, toi, t'es en train de tomber amoureux parce que c'est un boyfriend de ouf, et ben tu sais qu'il va mourir puisque dans le tome 1, il est mort. donc, tu lis les pages et tu sais ce qui va arriver. T'es là en mode, je ne veux pas. J'avais les petits yeux là qui me piquaient. Je ne veux pas que ça arrive. Donc, voilà, mais en même temps, oui, on le sait, puisque c'est un tome 0 et que tu as déjà lu le tome 1. Donc, tu sais la fin du tome, mais tu ne veux pas. Et je trouvais ça justement très bien fait de la part de l'autrice, c'est qu'elle a mis plein de clins d'œil, plein de références pour qu'on comprenne aussi son univers, des trucs... Parce que quand on arrive dans le tome 1, justement, on arrive avec une héroïne qui a déjà un vécu très important, mais nous, on ne le connaît pas, son vécu. Donc là, c'était bien dans ce tome-là, justement, de découvrir qui elle était, comment elle était, ce qu'elle faisait et pourquoi et tout. Beaucoup trouvent que Keleana a ce côté très arrogant et tout, mais en même temps, les épreuves qu'elle a vécues, ce qu'elle a fait, ce qu'elle est devenue, il y a de quoi être arrogant. C'est la meilleure assassineuse de son continent. Elle a à peine 17 ans, je crois, à 16-17. C'est normal qu'elle ait un ego surdimensionné. La meuf, elle est capable de vous aligner alors que, voilà, c'est qu'une mininette. Donc, je peux comprendre qu'on trouve qu'elle a un ego assez imbuvable, mais ça se comprend. Et moi, j'ai adoré écouter cet audio et franchement, j'ai très hâte d'écouter la suite. Justement, parce qu'il paraît que l'histoire commence enfin dans le tome 3 et je pense que c'est surtout que c'est le love interest final, parce que dans le tome 1 on a un love interest, dans le tome 2 on a un autre love interest, dans le tome 0 on avait le premier love interest, et donc j'imagine que dans le tome 3 on a enfin le love interest final, celui-là qui va rester jusqu'à la fin, et donc c'est peut-être pour ça que certains disent que ça commence enfin à être intéressant à partir de là. Donc j'ai très très hâte. Voilà, je vous ai fait le petit récap de toutes mes dernières lectures. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des lectures que vous aussi vous avez fait et que vous n'avez pas le même avis ou que vous souhaitez en parler, il n'y a pas de souci. On peut en parler en commentaire. Ou si vous souhaitez tout simplement me parler de vos dernières lectures aussi. Moi j'adore parler avec vous de vos lectures. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker. Ça aide énormément pour le référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures.